Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire, pour faciliter l'accès des chasseurs aux munitions, notamment en zone rurale, certains bureaux de tabac seront autorisés à vendre des munitions. Une décision du ministère de l'Intérieur qui laisse les armuriers sceptiques, comme l'a constaté Vosges Télévisions dans un instant. À l'approche des fêtes, celles du Périgord sont les plus connues. Mais à Troyes, le marché aux truffes propose une production locale issue de Bourgogne et de la Meuse. En son temps, ce sont ces truffes qui avaient les honneurs de la table des rois de France. Canal 32 nous fera découvrir ce champignon magique au goût de noisette. Au Mans, le Passage vient d'ouvrir ses portes et ses cuisines, un lieu où les personnes qui souffrent d'isolement social peuvent venir préparer un repas. Une équipe de LMTV Sarthe a partagé ce moment de convivialité autour d'une table à l'approche de Noël. Et puis notre partenaire TL7 dans la Loire nous emmènera à la découverte de la crèche de Nadine, passionnée de Santon depuis de nombreuses années, une tradition familiale que cette mère de famille perpétue avec ses enfants sur plus de 10 mètres carrés installés au milieu du salon. À partir du 1er janvier, il sera possible d'acheter des cartouches dans les bureaux de tabac. Pas seulement des cartouches de cigarettes, mais bien des munitions pour les fusils de chasse. Une annonce faite récemment par le ministère de l'Intérieur pour faciliter l'accès des chasseurs aux munitions, notamment dans les zones rurales. Vous allez le voir, une décision qui n'enchante pas les armuriers, comme l'a constaté notre partenaire Vosges Télévisions sur place. La nouvelle a pu en désarmer plus d'un, car c'est vrai qu'on pouvait déjà y acheter des cartouches de cigarettes. On devrait dès le 1er janvier prochain s'y procurer des cartouches pour la chasse. Annonce faite récemment par le ministère de l'Intérieur pour faciliter l'accès des chasseurs aux munitions, notamment en zone rurale, mais pas seulement, et sous certaines conditions. Dans cette armurerie qui a pignon sur rue depuis 1966 sur Épinal, on est pour le moins sceptique sur cette mesure. C'est vrai que nous, on demande quand même beaucoup de sécurité, beaucoup de choses comme ça. Et là, on veut donner un accès plus facile. Donc il faudra voir sous quelle modalité, quelle réglementation il va falloir appliquer. On n'a encore pas les points précis. Ça va faire un plus dans notre diversification qui est déjà importante, puisque nous réalisons beaucoup d'activités annexes à la vente du tabac, notamment le compte nickel, les relais colis, la presse, la confiserie, le paiement de proximité. Nous sommes devenus des commerces d'utilité locale. Ils sont 153 buralistes dans les Vosges, dont 30% exercent dans des communes de moins de 3500 habitants. Une mesure qui nécessitera un certain nombre de conditions. Il y aura un encadrement très strict à cette vente et qu'il y aura aussi une formation à réaliser sur 2 jours de temps. Et après, ce sera soumis à l'appréciation du préfet du département. Les professions concernées attendent pour l'heure davantage de précisions sur la mise en œuvre de cette mesure, qui concernerait donc les munitions de catégorie C et D, réservées à la chasse, et imagine notre armurier spinalien au tir sportif. Sans aucune transition, je vous propose de nous rendre à Grenoble. En quelques années, la capitale des Alpes est devenue l'une des capitales françaises du vélo. En 2022, Grenoble était d'ailleurs désignée première ville cyclable de France pour les trajets domicile-travail. Suite logique de cet engagement, la ville vient d'inaugurer la première école du vélo en France. Une école pour apprendre à circuler à vélo en ville en toute sécurité. Pour Télé Grenoble, Camille Avon nous emmène à bicyclette. S'arrêter à un stop, indiquer sa direction ou encore apprendre à entretenir son vélo, c'est l'objectif de l'école du vélo. Ici, à l'anneau de vitesse du parc Paul Mistral à Grenoble, les enfants enfilent leur chasse du bleu-jaune et testent les différents parcours d'apprentissage. Un coup de pédale en plus pour la capitale française du vélo. C'était une de nos décisions sur le bouclier social et climatique que nous avons mis en place grâce aux impôts supplémentaires qui sont levés et demandés. C'est une contribution importante, mais c'est une des manifestations là, une traduction de ce bouclier social et climatique. Parce que, évidemment, nous sommes maintenant reconnus comme la capitale française du vélo depuis 3 ans, mais nous regardons là où nous pourrions être. Et donc nous regardons des villes comme Amsterdam ou Copenhague. En 10 ans, la pratique du vélo a doublé à Grenoble. L'objectif est de former 100% des écoliers grenoblois pour qu'ils soient capables de rouler en autonomie sur les routes avant leurs 12 ans. Mais l'école du vélo n'est pas uniquement réservée aux enfants. Elle s'adresse aussi aux adultes qui voudraient se remettre en selle ou alors à ceux qui veulent apprendre à en faire. Nous avons constaté qu'une forte demande, notamment des personnes, des femmes issues de quartiers qui voudraient
apprendre à faire du vélo pour pouvoir partir avec leurs enfants dans différents lieux et pouvoir faire des sorties avec eux. Pour promouvoir cette pratique, Nathalie Baillon, professionnelle dans la course de vélo longue distance, et Aurélien Fontenoy, champion du monde de trial, un sport de franchissement d'obstacles, de toutes sortes d'obstacles, sont les ambassadeurs de l'école, un rôle qui leur tient à cœur. J'étais très honorée d'être choisie pour ce rôle. Et ça me fait très plaisir. Moi, j'ai vraiment envie de promouvoir le vélo et la pratique pour tout le monde. Installée sous les gradins de l'anneau de vitesse, l'école du vélo a pour ambition de devenir un lieu de référence pour s'informer sur cette pratique, mais également un lieu de rencontre entre associations et amateurs. Le coût du fonctionnement de cette école devrait s'élever à près de 300 000 € par an. Je vous le disais dans les titres de ce journal télévisé, son parfum est plus intense que celui de sa cousine du Périgord. Mais en raison de la sécheresse, elle était absente des marchés l'an passé. La pluie et les orages de l'été ont été bénéfiques au Diamant Noir bourguignon. Notre partenaire Canal 32 a parcouru les étals du marché de Troyes. Regardez. Tuber uncinatum, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, vous connaissez sûrement ce champignon vendu à prix d'or. La truffe de Bourgogne, aussi appelée truffe d'automne, est un produit de luxe, cultivé dans le sud de la France, mais aussi dans l'Aube, comme ici, du côté de Brajologne-Beauvoir. Allez, viens vite. Ouais, c'est bien. Allez, donne. Voilà, c'est bien. Notre truffe de Bourgogne pousse dans des environnements ombragés, plutôt denses. On essaye de gérer cette densité parce qu'il faut quand même un peu de lumière. Il ne faut pas que ce soit trop sombre, mais il faut quand même que ce soit sombre. Accompagné de Maya et Fripouille, Eric récolte les truffes pour ensuite les vendre à des restaurateurs ou des particuliers. La culture de l'or noir demande de la patience. La truffière d'Eric a aujourd'hui 24 ans. J'ai trouvé ma première truffe au bout de 8 ans. Mais j'ai passé 2 ans sans rien trouver derrière. Meilleure année en termes de production, ça a été 2014. Si on prend le profil climatique de 2014, si on regarde la pluviométrie, les températures et tout ça, ça a été une année très équilibrée, quoi. Dans l'Aube, moins d'1 tonne de truffes est récoltée par an. L'association auboise des truffes d'automne travaille toute l'année à la conservation et à la valorisation de ce champignon. En 1869, Chatin, un historien de la truffe, avait évalué que l'Aube avait un potentiel truffier de 6000 kg, 6 tonnes. Mais après, il y a eu la guerre de 14, la guerre de 40, qui fait que le biotope de la truffe d'automne a été perturbé. Pour démocratiser la truffe des rois, l'association organise depuis 4 ans un marché où il est possible d'acheter des truffes ou juste de les déguster. En 2021, il y a eu 20 kilos qui sont partis dans la matinée. L'an dernier, il y a eu 9 kilos. Cette année, on a 6 ou 7 vendeurs qui vont venir. 5 chefs de cuisine qui nous préparent des amuse-bouches, des mises en bouche à base de truffes. Le rendez-vous est donné à Troyes, au Cellier Saint-Pierre, pour découvrir ou redécouvrir la truffe de Champagne. Cette semaine, le Tour de France du travail pénitentiaire faisait étape à la prison de Vezin près de Rennes. La prison cherche de nouveaux marchés pour les détenus. Les employeurs ont besoin de main-d'œuvre. De nouveaux liens sont donc à imaginer et une trentaine de chefs d'entreprise sont venus découvrir les ateliers de production du site. C'est un reportage de Natacha Astor pour TVR à Rennes. Hormis les grilles, c'est un atelier de production comme un autre. Au centre pénitentiaire de Vezin, jusqu'à 100 détenus sur les 800 peuvent avoir un travail. L'objectif, favoriser la réinsertion et éviter la récidive. Franck a acquis de nouvelles compétences. Il est même devenu contrôleur de fin de ligne. D'être enfermé 22 heures sur 24, c'est pas motivant. Ça permet de travailler de 8h à 13h30. Donc de m'évader de la cellule, de voir autre chose et de pouvoir me réinsérer après une fois que ma peine sera finie. De voir des patrons, ça permet de se rebooster et de dire en même temps n'oubliez pas, je suis là si vous avez besoin de moi. De 8h à 13h30 et payés 5,18 € brut de l'heure, les détenus assemblent, conditionnent, rénovent. Pour cantiner, payer les parties civiles ou pour une remise de peine, les motivations sont variées et 70 d'entre eux sont sur liste d'attente. La prison de Vezin travaille avec 5 clients réguliers. On a à cœur de mettre en avant notre savoir-faire. On est aussi en recherche de nouveaux partenaires, à savoir qu'effectivement le travail en prison est peu connu. Ce que nous recherchons aussi comme partenaire, c'est de faire de l'assemblage mécanique et sur des opérations qui seraient à plus forte valeur ajoutée que du conditionnement. Plusieurs entreprises étaient conviées pour visiter la prison et se renseigner. On se rend compte que finalement beaucoup plus de choses sont réalisables que ce qu'on pensait. Que le ministère est aussi prêt à accompagner les entreprises dans l'installation d'ateliers. En effet, le ministère de la Justice a lancé cette année le Tour de France du travail pénitentiaire, avec pour objectif d'atteindre les 50% de détenus en contrat contre 31% actuellement.
Face au vieillissement de la population, de nouvelles initiatives voient le jour afin d'entretenir la mobilité des personnes âgées. De nouvelles structures qui s'apparentent à des aires de jeux pour enfants se développent dans le sud de la France. Olivier Michel pour Via Occitanie a testé celle installée à Alès dans le Gard. La structure a toute une aire de jeux pour enfants à laquelle il ne manquerait que le toboggan. En réalité, il s'agit là d'un parcours santé pour seniors. Et c'est bien, ça fait un petit exercice en plus de notre gymnastique. Au début, je croyais que c'était pour les gamins parce que vu la hauteur, tout ça. Et en fin de compte, quand je l'ai essayé, j'ai vu que c'était dur et c'était bien pour les adultes. La structure a un objectif simple, maintenir une activité physique et lutter contre la perte de mobilité. Alors il travaille les bras, les jambes, les poignets, les doigts, le fait de rester stable, tous ces éléments d'équilibre qui ont un vrai plus pour la motricité et pour rester en bonne santé. Derrière ce produit conçu par des ergots et kinésithérapeutes, une société finlandaise, elle a lancé en l'an 2000 une gamme senior qui s'est démocratisée en France dans les EHPAD en 2010 et gagne aujourd'hui les collectivités. C'est des équipements qui permettent de reproduire des gestes au quotidien des seniors, type monter un escalier, bouger le bras pour aller chercher une casserole en hauteur, par exemple. Et donc les kinés se servent de ces modules pour reproduire ces gestes au quotidien. L'exercice extérieur est très bon, certes, pour le corps, mais également pour tout ce qui est cérébral. Des bénéfices physiques et d'autres induits, car qui dit perte de mobilité dit moins de sorties et donc isolement et risque de désociabilisation. Coût de la structure 22 000 €, judicieusement implantée devant une école, elle peut être utilisée par tous, histoire de favoriser également le lien social et intergénérationnel. Il y a 7 ans, Jean-Claude Marché apprenait de son médecin être atteint d'un cancer du pancréas, un cancer difficile à traiter. Pris en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Jean-Claude n'a jamais rien abandonné à la maladie, même s'il sait qu'il ne la vaincra pas. Il y a quelques jours, entouré du personnel soignant auquel il ne manque pas de rendre hommage, il a fêté avec humour et un gâteau sa 125e séance de chimiothérapie. Oui, vous avez bien entendu, 125 séances, un record qui mériterait presque le Guinness Book, mais qui dit beaucoup de l'avancée de la médecine et de l'importance de la motivation et de la résilience dans la lutte contre cette maladie. La 125e chimio se fête évidemment avec un gâteau. C'est vraiment le gâteau, je vais dire, de l'amour qu'on échange ici avec la bienveillance, les soins. Et je voudrais encore dire à tous ceux qui sont malades qu'une situation n'est jamais désespérée. Et bien sûr, ça vaut bien un gâteau. L'exemple de Jean-Claude Marché montre l'importance de la prise en charge médicale. Or, sur l'ensemble du territoire, 5 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. C'est aussi le cas en Martinique, comme ici à Grand-Rivière. Depuis la fermeture du dispensaire il y a 20 ans, les habitants doivent parcourir de nombreux kilomètres pour se faire soigner. Pour le plus grand soulagement de la population, un médecin retraité depuis 6 ans par solidarité a accepté de reprendre du service pour lutter contre ce désert médical. C'est ce qu'il a expliqué à Dayan François Eudoxie pour Via TV sur place. Nous nous trouvons dans la salle d'accueil des patients. C'est dans ce local que sera installé le nouveau et le seul cabinet médical de Grand-Rivière. Retraité depuis près de 6 ans, c'est le docteur Claude Petit qui assurera les consultations une fois par semaine. J'ai accepté ce challenge de me remettre au travail pour permettre à cette charmante commune de pouvoir trouver une solution à ce désert médical auquel la population est confrontée depuis trop longtemps. Une bonne nouvelle annoncée à l'occasion de la fête patronale. Dans cette commune d'environ 650 habitants, tous devaient se démener pour se faire soigner depuis la fermeture d'un dispensaire il y a près d'une vingtaine d'années. L'arrivée d'un médecin dans la commune est un soulagement. On l'attend comme le Messie. Je peux vous dire qu'on est ravis. On allait sur Basse-Pointe, le Lorrain, le Marigot, Port-de-France, Lamentin. Il fallait se lever très tôt pour pouvoir avoir une place puisque c'était au premier arrivé.
Ce projet de consultation hebdomadaire est une expérimentation sur 2 ans. En plus de limiter les déserts médicaux dans la commune, l'objectif est aussi de convaincre les jeunes médecins de venir exercer dans la commune. Financé à hauteur de 26 000 € de coûts d'entrée par l'ARS pour les équipements, d'autres projets mûrissent pour pallier le manque de structures médicales dans le Nord. On travaille en ce moment même avec le centre hospitalier Lorrain-Basse-Pointe pour essayer de positionner dans ce centre hospitalier une offre de petites urgences qui fait l'interface entre la médecine libérale et l'urgence. Le docteur Claude Petit devrait débuter ses consultations dès janvier 2024. Restons solidaires avec cette initiative de l'association Habitat et Humanisme qui a créé au Mans une escale solidaire dont le principe est simple. Les personnes qui souffrent d'isolement social peuvent venir préparer un repas et partager un moment de convivialité autour d'une table. Anthony Piton pour LMTV Sarthe a mis le couvert avec eux. Regardez. Tout commence par l'ouverture du frigo. On regarde ce qui est disponible, quels sont les légumes, les denrées disponibles et on décide de ce qu'on va préparer pour le repas. Les produits sont donnés à l'association Habitat et Humanisme par la Banque Alimentaire. Et pour les préparatifs, tout le monde met la main à la pâte. On a décidé de faire un gâteau à la carotte ce midi, une quiche au poireau. Chacun donne un peu ses idées et puis voilà, on trouve un compromis et puis on partage les tâches. Mais ce qu'on partage surtout ici, c'est le repas, pour un prix de 2 €. Les passagers de l'escale solidaire ont rendez-vous tous les lundis soirs, les mardis midi et les jeudis matins. Ça m'apporte moralement, j'en avais besoin. Voilà, on essaie de garder contact, de échanger les numéros. Et puis si ça ne va pas, qu'on s'appelle, que voilà, on peut toujours il y a toujours une solution au problème, quoi. Le principe, c'est celui d'un lieu de rencontre, ouvert à tous, dans le but de recréer du lien social. Ceux qui sont un peu isolés peuvent venir prendre un café, se réchauffer, et on est là pour ça. On travaille aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et on travaille pour une réinsertion socio-professionnelle à travers différentes activités qu'on peut proposer. Et ça se termine autour d'un repas bien chaud, testé et approuvé. Je vous propose maintenant d'ouvrir une page d'histoire avec le dernier ouvrage de Jérôme Cordelier. Le rédacteur en chef du service politique du Point nous livre une série de portraits de résistants chrétiens qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont engagés dans la reconstruction du pays, mais aussi de l'Union européenne. Ils sont français, allemands ou italiens et ils ont tous relevé le défi de fonder une Europe de la paix. Un message qui reste toujours d'actualité. Christophe Rigaud a rencontré l'auteur d'Après la nuit, Jérôme Cordelier. C'est une page d'histoire méconnue qu'a voulu mettre en lumière Jérôme Cordelier dans son dernier ouvrage, Après la nuit. Le journaliste y raconte le destin d'hommes et de femmes, tous chrétiens, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont décidé de relever la France, mais aussi de participer à la construction de l'Union européenne. Des personnalités fortes comme Robert Schuman ou Konrad Adenauer. J'ai été vraiment étonné par cette figure de Konrad Adenauer qui réussit juste après l'après-guerre à sauver l'Allemagne de la ruine, la remettre debout et ensuite à initier l'Europe. Si cet homme n'était pas habité par une idée qui transcende un petit peu son propre cas et qui ne soit pas seulement l'intérêt général mais quelque chose qui est encore plus supérieur, eh bien je pense qu'on n'aurait pas abouti à un tel résultat. Jérôme Cordelier redonne la voix à ces personnalités chrétiennes qui ont fortement marqué cette époque charnière en s'engageant en politique, en économie, mais pas seulement. Ils sont aussi dans le champ culturel, le champ social. L'abbé Pierre lance Emmaüs en 1949. L'abbé Wresinski lance Athée des Quart-Mondes aussi dans les mêmes eaux. Les chrétiens, ils remettent la France sur la rail. Ce ne sont pas les seuls, évidemment. On me fait souvent la réflexion en me disant est-ce que vous pensez... Mais non, les chrétiens n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui se sont engagés. Mais ils ont un rôle quand même déterminant et je trouve que c'est un rôle qui est oublié à notre époque. Après la nuit de Jérôme Cordelier
est un ouvrage qui résonne particulièrement aujourd'hui, en ces temps troublés, en nous replongeant dans l'histoire de ceux qui ont posé les fondations d'une Europe de la paix. Moribond depuis 51 ans et dissimulé par les ronces sur l'aérodrome de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, ce Dassault flamand de 1953, fleuron de l'aviation militaire d'après-guerre, a retrouvé une seconde jeunesse au sud de Toulouse, chez Loïc Dumas, formateur à l'École nationale de l'aviation civile, qui le garde. Notre partenaire La Dépêche du Midi l'a rencontré, regardez. En août 2022, on connaissait cet avion depuis 6-7 ans, qui était un peu laissé entre guillemets dans un état d'abandon à l'aérodrome de Castelnau-Magnoac. Et mon ami a eu cette idée folle de dire mais pourquoi on ne le sauverait pas en fait, car c'est quand même un morceau de notre patrimoine français. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Il a fallu un peu d'études car on n'est pas des professionnels du démontage d'avions, c'est la première fois qu'on fait ça, donc avec les amis et la famille, on s'y est mis. Partons maintenant dans la vallée de la Maurienne retrouver un chasseur. Robin est chasseur d'images installé à Valloire. Ce passionné de nature et d'animaux a pris l'habitude d'installer des pièges photographiques pour capturer les images des moments rares du quotidien de nombreuses espèces sauvages de nos montagnes. Un reportage de Luc Harouc pour 8 Mont-Blanc sur place. Une fois par semaine, Robin part à la chasse aux belles images. Originaire de Valloire, ce jeune saisonnier sillonne les montagnes mauriennaises à la recherche des animaux sauvages. Et après plus d'1 heure de randonnée en raquette, Robin se rapproche de son piège photographique, non sans une certaine excitation. Donc je l'ai mis un peu sur la gauche en contrebas dans des mélèzes. J'espère prendre des chamois. On verra si j'ai réussi à les prendre ou pas. Et on verra aussi si on peut apercevoir d'autres animaux sur la zone derrière. Le vent, chamois, écureuil ou chamois, le piège offre une proximité directe avec le monde sauvage. C'est un peu nos yeux qu'on pose sur les pierres, les arbres dans la nature. Et pendant notre absence, la faune sauvage suit son cours. Donc on a beaucoup de moments uniques, des vrais moments de vie chez les animaux, chez les espèces. Une fois redescendu au village, Robin en profite pour jeter un œil sur les nombreux clichés qu'il a glanés depuis 7 ans. Cerfs, chamois ou marmottes, les animaux capturés sont nombreux. Et c'est quand il ne s'attend à pas grand-chose que Robin est le plus souvent surpris. J'ai mis mon piège en été, j'étais pressé, je l'avais mal mis, j'étais pas content de moi. Je me suis dit, j'en suis sûr que je prendrai rien. Et c'est quand un coup je suis allé le récupérer, j'ai vu une image. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas un chiot, c'est pas un renardeau, c'est quoi? Et j'ai mis la vidéo d'après, j'ai vu qu'il y avait 2 louveteaux qui étaient passés devant. Donc voilà, ça arrivait qu'une fois pour l'instant et peut-être que ça arrivera un jour. Désormais, Robin souhaiterait cacher ses pièges photographiques plus haut en altitude, là où la vie sauvage reste encore la plus inconnue. Depuis de nombreuses années, Nadine Chomara est une passionnée de santons. Tous les ans, dans son village de Périgneux dans la Loire, elle installe une crèche, pour les fêtes bien sûr. Cette année, la crèche de Nadine et de ses enfants occupe 10 mètres carrés du salon familial. Une véritable œuvre d'art remplie de petits détails que nous fait découvrir Céline Ercilia pour TL7. On va mettre les petites chèvres là. Jafar, tu me donnes de la mousse s'il te plaît? Il ne reste que quelques jours pour terminer le tableau. Alors tout le monde met la main à la pâte. La crèche, c'est une histoire de famille pour Nadine Chomara. Elle a pris la passion de sa maman pour les santons et a agrandi sa collection. Chaque année, elle change toutes les scénettes de sa crèche, 1408 pièces, sans compter les détails fabriqués maison. Tout est pensé dans le moindre détail. Elle aime observer la nature et reproduire ce qu'elle voit. Ça a été un défi un peu de mettre l'eau, vraiment l'eau cette année. Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire « Et alors, elle court pas, l'eau, elle court pas ». Donc pour l'instant, on a fait le fleuve, j'allais dire, l'eau qui descend de la montagne. Et peut-être que l'année prochaine, on aura l'eau qui court carrément jusqu'à la mer. La crèche est réalisée dans un esprit traditionnel. Le côté religieux y est aussi présent. On y voit les rois mages, mais aussi Marie et Joseph qui vont se déplacer dans la crèche. Le jour J, on mettra tout le monde dans la crèche avec le petit Jésus. C'est vrai que ça a une connotation religieuse, la crèche, mais il y a aussi un beau rassemblement avec les nations, puisqu'on a quand même les 3 rois mages qui viennent apporter des offrandes
au petit Jésus. Du traditionnel qui n'empêche pas quelques notes d'humour, comme ce personnage très recherché par Nadine. Elle s'appelle le Cagadou, donc c'est un petit personnage qui fait caca dans la nature. Ça fait bien 8 ans que j'essaye d'en acheter un, parce que c'est tellement prisé, on va dire, que du coup, on ne le trouve pas tout le temps. La crèche devrait être terminée pour le 1er décembre, une œuvre qui ne reste pas dans le simple cadre familial. Chaque année, plusieurs personnes viennent la découvrir. Les enfants auront pour mission de retrouver certains animaux dans le décor. Les santons devraient rester installés jusqu'à fin février. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir le marché de Noël de Limoges, ainsi que le spectacle de son et lumière projeté sur l'église Saint-Pierre du Queyroy, sur des images de Tom Capron pour Recette à Limoges. The key to all heaven is mine. Voilà, et puis c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.